Le Black History Month, donc ce qu'on appelle le mois de l'histoire des Noirs, est aujourd'hui une institution. C'est quelque chose qui est né aux États-Unis. En 1926, il y a un historien qui s'appelait Godwin Carter Woodson, qui est considéré comme le père de l'histoire afro-américaine, qui en 1926 avait créé ce qu'on appelle la Negro History Week, la semaine de l'histoire nègre. Il s'agissait en fait pendant une semaine dans les établissements scolaires de revaloriser l'histoire des Noirs. On était au milieu des années 20, dans le contexte de la Harlem Renaissance, dans le contexte du mouvement de Marcus Garvey, des congrès panafricains de W.E.B. Du Bois, de la négritude naissante. Donc on était vraiment dans un contexte où il y avait une demande sociale de la part des Noirs, aussi bien les enseignants que les parents d'élèves et que même les élèves, de connaître leur histoire. Et donc cela passait par des cours sur l'Égypte, sur l'Éthiopie, sur la Nubie, sur Haïti, sur le Libéria, sur tout ce que les Noirs avaient réalisé. Progressivement, cette semaine de l'histoire nègre va se populariser aux États-Unis et en 1976, ce qui correspond également au centenaire de la naissance de Carter Woodson, et va devenir le mois de l'histoire noire, le Black History Month. Alors 1976, c'est aussi le bicentenaire des États-Unis d'Amérique. Et donc c'est le moment à partir duquel le mois de l'histoire des Noirs va devenir une véritable institution dans le calendrier académique américain. Alors c'est paradoxal parce que celui qui l'a créé, Godwin Carter Woodson, était un historien un peu autodidacte, qui était notamment l'auteur du livre le plus important du point de vue pédagogique, c'est The Miseducation of the Negro, la mauvaise éducation des Noirs. Et dans ce livre, il expliquait que on n'a plus besoin d'utiliser la force contre les Noirs. Il suffit en fait d'utiliser l'éducation. Et quand on leur donne l'éducation qu'il leur faut, ils vont d'eux-mêmes à la place qui leur est assignée, c'est-à-dire la place la plus basse. Et donc il va montrer en quoi l'éducation, notamment la connaissance de son histoire, de l'histoire noire, est fondamentale pour permettre donc à ces nouvelles générations d'assumer leur rôle dans le contexte donc, de l'histoire des États-Unis et dans le contexte de l'histoire des luttes d'émancipation. Donc 1976, quand ça devient le mois de l'histoire noire, on est aussi dans une période où le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis est, je dirais, un peu dans le creux de la vague. On est 10 ans après les Civil Rights Act et donc on est, je dirais, dans une reprise en main du logiciel noir américain, afro-américain par l'establishment. Et donc depuis 1976, ce mois de l'histoire noire est vraiment popularisé dans la tradition, on va dire, américaine. Au tournant des années 90-2000, il va également se développer au Canada, donc toujours en Amérique du Nord, où ils ont également donc le mois de l'histoire noire, et également en Angleterre, où ils ont également un Black History Month qui est plutôt au mois d'octobre. C'est dans les années 2005-2010 que cette idée d'un mois de l'histoire noire va aussi apparaître, notamment en France, puis ensuite en Belgique, ou plus généralement en Europe, à travers, je pense, les besoins des Africains de deuxième ou troisième génération, ou des Noirs de deuxième ou troisième génération, ou des Noirs de France et de Belgique, de mettre en avant une histoire qui ne leur est pas enseignée à l'école. Les systèmes éducatifs et pédagogiques français, belges ou britanniques passent sous silence totalement la contribution de l'histoire noire à l'histoire universelle. Ils la passent d'autant plus sous silence que l'histoire française, l'histoire belge, l'histoire britannique doit beaucoup aux Noirs. Et donc on va voir se développer un certain nombre d'initiatives, généralement dans les espaces militants, pour faire en sorte que ce mois de l'histoire des Noirs, pensé aux États-Unis, puisse, je dirais, se transposer en France, en Belgique principalement. Alors au Royaume-Uni, c'est un peu différent parce que l'histoire est beaucoup plus proche que celle des États-Unis. Mais je pense qu'il faut voir cela aussi dans les phénomènes, non pas d'appropriation ou de mimétisme, mais de diffusion d'un mouvement afro-nord-américain qui fait que, par exemple, à la même époque, on va voir notamment dans les milieux kamites et afro-centrés le développement de Kwanzaa, qui est le Noël afro-américain, qui est une tradition réinventée dans les années 60-70 par des militants autour de Maulana Karanga, de créer un Noël africain qui est totalement afro-américain. Donc on voit en fait comment ces constructions institutionnelles se transposent sur des terrains
où les populations n'ont pas la même histoire, mais sont quand même en attente justement d'une revalorisation de leur histoire. Est-ce que c'est pertinent ? Il me semble que c'est tout à fait pertinent parce qu'il y a un déficit de connaissances autour de l'histoire de l'Afrique, autour de l'histoire des diasporas africaines, et que ce déficit-là n'est de toute manière pas pris en charge par les institutions. Que ce soit les musées, les écoles, les universités, il y a un déficit à ce niveau-là. Donc il faut nécessairement trouver un espace, un cadre dans lequel on peut, je dirais, pendant un mois, de manière officielle ou officieuse, se prévaloir donc de la légitimité historique pour mettre en place ce mois-là. Ensuite, d'un point de vue, je dirais aussi plus historiographique, ce mois de février avait été choisi en référence à la date de naissance de Abraham Lincoln, le 12 février, et de Frédéric Douglass, le 14 février. Qui sont les deux figures majeures de l'abolition aux États-Unis. Alors on pourrait citer le 21 février l'assassinat de Malcolm X, on pourrait citer du 19 au 21 février le premier congrès panafricain, on pourrait parler du 4 février 1794 qui est la première date d'abolition de l'esclavage par la France. Donc il y a tout un calendrier du mois de février qui est très intéressant. Mais dans le contexte par exemple de la France, le véritable mois qui est chargé d'histoire, c'est plutôt le mois de mai. C'est le mois des résistances, des abolitions, la journée notamment du 10 mai qui fait référence donc à la fameuse loi Taubira. C'est le mois qui est, on va dire, chargé de sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dans la diaspora des batailles qui ont lieu entre ceux qui sont pour les dates plus institutionnalisées du mois de mai et ceux qui voient plutôt le mois de février comme un mois ouvert à l'espace militant. Et je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant. Ce que l'on fait au mois de février doit être militant, doit être radical, doit être subversif, doit être incorruptible. Parce que généralement, les événements qui sont commémorés au mois de mai sont beaucoup plus repris en main par les institutions. Donc on voit là qu'il y a aussi un jeu qui se fait entre ceux qui préfèrent travailler sur le mois de février, c'est-à-dire être antisystémiques, et ceux qui préfèrent, je dirais, être dans l'establishment avec des activités au mois de mai. Donc c'est à, je dirais, chaque groupe social, chaque diaspora de déterminer aussi quel est son calendrier de commémoration et quelle est la manière dont il veut penser ce mois de l'histoire noire pour en faire quelque chose de plus important. Maintenant, et pour conclure, il y a en face toute une opposition qui ne veut pas que les populations noires se regroupent autour de leur histoire, qui voient ça comme une forme de communautarisme, qui disent qu'il n'y a qu'une seule histoire, c'est l'histoire de la République, c'est l'histoire de l'État, l'histoire du royaume, etc. Et par conséquent, les institutions n'ont jamais encouragé la tenue d'un mois de l'histoire noire. Dans le cas de la France, je pense notamment à Maboula Soumaoro, qui avait lancé cette initiative à une certaine époque et qui explique globalement qu'on lui a mis des bâtons dans les roues parce que ce n'est pas une initiative bien vue. Néanmoins, aujourd'hui, je pense que nous avons suffisamment d'autonomie pour développer cette activité, peut-être l'émanciper de la vision très nord-américaine et la ramener vers quelque chose de plus panafricain. Donc par exemple dans le cas de la Ligue panafricaine Umoja, sur l'année 2020, février 2020, c'est le mois où nous lançons notre saison culturelle Africa Umoja 2020, qui durera jusqu'en septembre, qui prendra fin le 11 septembre, qui correspond au Nouvel An éthiopien. Et en même temps, sur ce mois de février, nous avons un partenariat avec le SIC Marronage et Résistance, qui va tout simplement nous permettre de faire autour du mois de février un certain nombre d'activités, à la fois ludiques, à la fois pédagogiques et en même temps politiques et culturelles, pour, je dirais, donner une orientation un peu plus inédite à ce mois de l'histoire des Noirs.